J'appelle deux personnes, François Monboisse, qui est le président de la FEVAD, Fédération de la vente à distance, et Jean-François Delorme, qui est partenaire consulting et paiement de DXC Technologies. Merci bien. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus. Un micro. Ma première question ira à François Monboisse. Vous représentez l'ensemble des acteurs de la vente à distance. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que le mobile est le canal de distribution idéal ou qu'il est un canal de distribution parmi d'autres ? Bonjour, c'est un canal parmi d'autres. C'est un canal qui est en très forte croissance en ce moment. Mais il faut être modeste. Le mobile n'existait pas il y a 10 ans. Donc personne ne pouvait l'anticiper. Je veux dire, c'est un secteur où il y a telle transformation à toute vitesse que je ne sais pas si le mobile est la solution. Mais pour l'instant, c'est clairement, oui, comme ça a été dit avant, un canal qui est en très forte croissance, qui impose à tous les marchands d'avoir une offre mobile. Ce qui est très compliqué parce que l'offre mobile ne peut pas être, comme ça l'était au début, une simple duplication en plus petit de l'offre sur PC ou Mac. Il faut repenser le site juste parce qu'il y a 3 cm par rapport à 30 et donc complètement reconfigurer différemment l'offre qu'on propose aux clients, ce qui est très compliqué techniquement, mais c'est absolument indispensable, en plus de tous les problèmes qui ont été évoqués et auxquels les startups apportent des solutions en termes de montrer le produit dans toutes ses dimensions, etc. Donc oui, c'est un canal en croissance qui impose des contraintes, mais je ne sais pas si c'est le canal d'avenir. On en parlera peut-être, il y a les boîtiers intelligents dans les cuisines qui sont quelque chose qui va, à mon avis, marcher très fort aussi. La limite par rapport au PC ou au Mac, à l'ordinateur qu'on avait, c'est quoi ? C'est la profondeur de l'offre ? On ne peut pas offrir autant de choses ? On n'a pas la même place ? Tout simplement, on ne peut pas montrer autant de produits. Donc quand vous avez fait un site, je dirais soigneusement, sur PC Mac avec un certain nombre de produits, vous ne pouvez pas faire la même chose sur le mobile. Alors déjà, c'était compliqué parce qu'on est passé d'un monde avec un seul format d'ordinateur avec en gros une variation pratiquement continue de la taille de l'écran entre le plus petit des mobiles et le plus grand des Mac. Donc certains sites adaptent leur offre aussi à la largeur de l'écran. Mais là, avec ce qu'on appelle du responsive design, c'est-à-dire qu'ils font la même page, s'affichera différemment sur ça. Mais parfois, ça ne suffit pas parce que si on présente 300 chaussures de sport sur la même page... oui, mais enfin, au moins, on peut le faire. On a la possibilité technique de le faire. Après, le site décide ou pas de le faire. Mais sur le mobile, la contrainte, et il suffit de regarder le leader mondial Amazon. Amazon vous propose en général un produit uniquement par chaque page ou chaque impression sur le smartphone, parce que plus, les gens ne le voient pas. Donc, ça change complètement le merchandising. C'est-à-dire, si vous tapez une catégorie de produits chaussures de sport, Amazon vous en montrera une. Donc c'est un énorme choix par rapport à une page de site chaussures de sport où on essaie de balayer et puis d'attirer le client avec différents modèles, différents prix, différentes tailles, différentes couleurs. Ça veut dire qu'il faut mieux connaître le client quand il arrive, par exemple, pour lui proposer le bon produit ? Alors ça, je dirais, c'est le monde pré-RGPD. C'est-à-dire qu'à partir de dans un mois, les sites vont faire très attention aux pages... différencié par consommateur, parce qu'il faudrait être sûr que le consommateur est bien d'accord pour qu'on ait recueilli des données sur lui, le permettant, etc., etc. Ça veut dire que ça va être très compliqué pour les sites. Parce que la page chaussures de sport sur le smartphone, il faut choisir ce que vous montrez. Il faut prendre des paris. Alors ça va influer aussi les négociations entre les marques et les sites, bien sûr. La tête de gondole, il n'y en a plus qu'une, quoi. Non, mais on va acheter des têtes de gondole. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un phénomène un peu plus dilué, mais maintenant, clairement, une marque va dire « je lance ma nouvelle Nike à tel prix, j'ai envie qu'elle soit en une, quand on tape chaussures de sport pendant une semaine ». Ça va être des négociations entre les marques entre les marques de distributeurs et les marques de fabricants. C'est déjà le cas sur le mobile. Alors, un nouvel aspect du mobile qu'on commence à voir arriver, c'est les assistants vocaux, où là, il y a très peu d'expérience, mais Monoprix en a fait une avec la Google Home, et là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a sur la liste de courses qu'a développé Monoprix pour l'assistant vocal de Google, il y a un seul produit par catégorie. Parce qu'on ne sait pas présenter 3 produits, ça prend trop de temps, les scénarios sont... Donc ça, est-ce que vos adhérents, vous, commencent à réfléchir aussi à ce monde-là, c'est-à-dire le mobile, non pas pour consulter, mais pour lui parler, ou c'est encore un peu tôt, c'est de l'expérimentation? Je crois que c'est un peu tôt, puis c'est une question de priorité. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des sites le savent, on ne peut pas faire beaucoup de chantiers informatiques en même temps. Et donc, on priorise les chantiers. Je pense que tous les sites là, sont dans RGPD à fond. La priorité aujourd'hui, c'est ça, c'est RGPD. Oui, parce que même si la CNIL dit qu'il n'y aura pas de contrôle dans un premier temps, c'est la loi.
Donc si un huissier de justice en retraite porte plainte le 26, non mais c'est des gens qui aiment bien contre tel site. Est-ce qu'il y a des huissiers de justice dans la salle? Non, c'est bon. Non, il n'y a pas. Contre tel ou tel site parce qu'il n'est pas en ligne, le juge sera obligé d'appliquer la loi et le règlement. Donc c'est très compliqué. Les sites sont en plein dans ce chantier. Ensuite, il y aura effectivement ce chantier des assistants vocaux, mais je pense que les sites en France attendent un peu de voir ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez prédictif. Et aux États-Unis, la grosse révolution, c'est plutôt le boîtier qu'on met dans la cuisine, qui est tellement révolutionnaire d'ailleurs qu'on ne sait pas bien comment l'appeler, l'enceinte connectée ou l'assistant intelligent, enfin vous savez, le Echo, enfin ce que fait par Amazon ou Google, qu'on pose et qui répond à des questions qu'on pose sur la vie courante. Où effectivement, là aussi, on dit « j'ai plus de lait ». Qu'est-ce que va répondre le boîtier? Est-ce qu'il va dire je te remets le même lait que d'habitude, ou est-ce que je t'en propose d'autres, ou tiens, il y a une promotion, etc. On ne sait pas encore. Et aujourd'hui, vous parliez du chantier de la RGPD. Est-ce que vous encouragez vos adhérents à prendre la parole là-dessus, sur ce qu'ils font des données On parlait de la question de la confiance tout à l'heure dans la deuxième table ronde. Est-ce qu'elle est importante pour vos acteurs? Nous, le commerce, c'est un peu différent, parce que le modèle des sites de commerce est clair. Vous allez acheter un produit, vous payez un produit, il y a une marge pour le site, et donc le business model des sites de e-commerce, c'est de gagner de l'argent sur la marge des produits. C'est très différent des modèles de réseaux sociaux, des modèles gratuits, où, comme dit l'adage, si c'est gratuit, c'est que le client paye quelque part. Voilà. C'est que c'est le client et le produit. Donc la confiance, je dirais qu'elle est là, puisque 82% des gens connectés à Internet achètent sur Internet. Ce pourcentage est plutôt bon en Europe et il monte régulièrement trimestre après trimestre. Donc les gens ont confiance, et les offres personnalisées des sites marchands, en général, les gens sont contents. Parce que c'est le modèle classique d'Amazon. Vous avez acheté ça et ça, donc je vous propose ça. Ils savent pourquoi ils sont là. Oui. C'est comme quand ils vont dans un magasin, ils savent pourquoi ils y sont. Exactement. Et ils ne sont pas choqués qu'on leur dise vous avez acheté tel et tel livre la dernière fois, on se repropose un autre, etc. C'est assez logique, je pense, quand on est dans un modèle commerce-commerce. Bon, ils s'attendent à ce qu'un commerçant propose des offres. Non, donc le chantier pour la RGPD, ce n'est pas tellement d'améliorer, de restaurer la confiance. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, parce que ce sont des marchands. Mais c'est bien être certain de se plier au règlement, qui est quand même très compliqué. De bien sécuriser, de bien... Oui, enfin, c'est un peu tard maintenant d'avoir déjà lancé le chantier d'audit à la fois juridique et technique. C'est pour ça qu'en général, il y a des binômes de juristes et de SS2I pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire et qui va le faire. Souvent, les équipes, pour des sites de moyenne taille, les équipes ne peuvent pas le faire elles-mêmes, donc vont sous-traiter la réalisation de ce qu'il faut demander aux gens. Et puis après, des pages où on va dire aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on garde telle et telle donnée, etc. Pour revenir à c'est la quand même lourd, il faut quand même le dire. Il y a des discours très positifs sur la formidable opportunité. Enfin bon, arrêtez de rire. C'est quand même pas mal de... Et en particulier, il y a la portabilité des données, qui est juste un cauchemar, et à mon avis un cauchemar inutile. Donc tout ça vient d'une très bonne idée, c'était pour les abonnements téléphoniques. C'est vrai qu'avant, un des gros freins à changer d'opérateur, c'est qu'on vous faisait changer de numéro. Et là, le gouvernement, enfin le régulateur a imposé que vous puissiez garder votre numéro portabilité, ce qui est une super bonne idée. Et on a dupliqué ça aux achats de chaussures, ce qui n'a aucun sens. Aucun sens. On va vous demander, enfin vous allez acheter du textile sur telle marque, où les produits sont uniquement de la marque, et on va vous demander que si vous changez de site, on puisse transférer vos achats de la marque en question. Alors à quoi ça sert à une nouvelle marque d'avoir vos achats, étant donné qu'ils ne peuvent pas vendre les mêmes produits? Donc on est en train techniquement de voir comment faire ça, mais c'est un cauchemar technique qui va ne servir à rien. Et bon, donc on le fait, parce que c'est la loi, mais c'est vraiment ridicule. Pour revenir sur le mobile, je voudrais revenir sur sur le chiffre que donnait David. On va jusqu'à plus de 30% des ventes e-commerce se font sur mobile aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Et surtout, est-ce que ça concerne tous les commerçants ou certains commerçants seulement? Non, il y a d'énormes différences. Alors, les sites qui communiquent sur plus de la moitié de leurs achats via mobile, il y en a certains qui le disent, c'est SNCF. C'est les sites de vente événementielle aussi, vente privée, voyage privé. eBay aussi. C'est-à-dire que c'est des sites où il y a une bonne raison, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire soit SNCF, enfin peut-être pas en ce moment, mais disons que l'achat est assez clair. Vous voulez aller de Paris à Lille lundi telle date, donc vous voulez le faire, vous avez peu de choix, ça va être les horaires et après la vente se fait. Soit vente privée, showroom privé, parce que vous avez des rendez-vous à heure fixe. On vous dit que la marque que vous aimez bien est en vente à 7h du matin et vous savez d'expérience qu'à 9h, il n'y aura plus grand-chose. Donc les gens se connectent effectivement parce qu'il y a un rendez-vous précis.
Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, une des réponses dans les questionnaires, pourquoi est-ce que vous avez acheté sur mobile, c'était une réponse négative, c'est parce que j'étais pas au bureau ou à la maison, parce que j'avais pas mon PC ou mon Mac, parce que ce qu'on a dit il y a une demi-heure, c'est quand même plus pratique ergonomiquement quand vous êtes assis dans un bureau de faire ça sur un grand écran. Mais ça monte. Les sites ne communiquent pas forcément tous leurs chiffres, mais ça monte clairement. Oui, la tendance est à monter. C'est vrai. Merci beaucoup François. Jean-François Delorme, on va parler du mobile pour un aspect important dans le commerce, crucial, c'est le paiement. Le moment où on paye. Parce que si c'est peut-être pas l'outil idéal pour consulter toutes les offres, ou en tout cas si ça oblige les commerçants à les présenter différemment, c'est peut-être, m'aviez-vous dit quand on préparait cette table ronde, le moyen idéal de le faire payer et pour l'acte de passage en caisse. Oui, effectivement. Je voudrais, en prenant un petit peu de recul, là, on parle du e-commerce sur mobile. Commerce, ça veut dire achat, ça veut dire paiement. Hein. Donc, moi, j'adore les paiements, c'est mon métier, et je trouve que... En général, les gens ne pas payer, mais bon... mais justement, on va y venir également, parce que je pense que le mobile également peut permettre de rendre le paiement transparent. Hein. Indolore. Hein. Je trouve que, alors bien sûr, le paiement est indispensable dans le commerce et dans l'achat, parce que rappelons que la grande peur quand on fait du e-commerce, finalement, c'est qu'est-ce qui va se passer entre le moment où on a rempli le panier et le moment où ça sera payé. Parce que tant qu'on n'a pas payé, on n'a rien vendu. Hein. Donc on a rempli le panier, on a fait tout le travail de prescription, on a fait venir le client, etc. Après, on rentre dans ce tunnel d'achat, et la grande préoccupation d'un e-commerçant, c'est que ce tunnel se passe au mieux et que je perde le moins de personnes possible. Hein. Voilà, rapide, et puis également gérer toutes les problématiques de fraude, etc. Donc il y a ce tunnel d'achat. Après, il y a aussi toutes les difficultés liées à la sécurisation du paiement, c'est-à-dire qu'il faut que le paiement aboutisse. Si je tombe sur un paiement frauduleux, non seulement j'ai vendu et j'ai peut-être même expédié quelque chose, et en plus je perds de l'argent. Donc il faut quand même bien réussir cette partie-là. Hein. Ou alors si je tombe sur un paiement que je vais devoir décliner, là aussi j'ai fait tout le travail, j'ai rempli le panier, etc. Et à la fin, je vais devoir dire je n'accepte pas. Donc il faut absolument penser de manière très efficace dans toute l'expérience de e-commerce ce tunnel d'achat et la concrétisation de l'achat par le paiement. Alors je trouve que le mobile apporte quelque chose d'extraordinaire dans le paiement, c'est que je pense vraiment, je ne suis pas sûr qu'on ait mesuré toute la portée de ce changement, c'est que le mobile, parce que précisément il est mobile, replace le client au centre de l'achat. C'est-à-dire qu'auparavant, le consommateur était périphérique par rapport à son achat. Finalement, je venais dans un magasin, donc je me déplaçais dans un lieu qui n'est pas le mien, je passais par tout un process pour justement remplir mon panier physique, j'allais à la caisse, et là, finalement, je payais. Donc je rentrais dans un parcours qui avait été pensé et imaginé par le commerçant. Même chose d'ailleurs dans les premiers sites de e-commerce. Caroline parlait d'Internet. Dans les premiers sites Internet, et encore dans beaucoup maintenant, on a pensé que c'était astucieux de dupliquer ce phénomène. Donc on remplit un panier. On a même le dessin d'un panier, donc sans doute pour que le client se reconnaisse dans un parcours qui est en fait un parcours pensé par le commerçant et pas pensé autour du client. Donc on remplit, on va dans des rayons, on remplit le panier, et puis à la fin, on passe à la caisse et on finalise l'achat. Je crois que le mobile va permettre de repenser tous ces parcours. Et pour rendre plus concret ce que je suis en train de dire, prenons l'exemple de Uber, où finalement on ne passe jamais à la caisse. Si vous regardez bien, la seule chose qui nous intéresse, c'est de consommer un service. Ce que je veux, c'est d'aller du point où je suis au point où je veux aller. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine de dire où je suis, puisque le mobile sait où je suis. Donc je vais juste dire où je veux aller. Et ce n'est même pas la peine de dire je suis arrivé, parce que le mobile saura que je suis arrivé et que le contrat est rempli, donc que le paiement va pouvoir se dérouler. Donc vous voyez, je trouve que cette expérience d'Uber, ne parlons pas d'Amazon Go, etc., mais cette expérience d'Uber illustre à quel point, grâce au mobile, on va pouvoir rendre le paiement complètement transparent et se focaliser sur la vraie chose, la vraie préoccupation du client, qui est de finalement lui rendre le service ou lui fournir le bien qu'il a acheté. C'était un peu aussi la grande force d'Amazon avec le one-click shopping, c'est-à-dire qu'en gros, comme le commerçant ou le site marchand a mes coordonnées bancaires, je n'ai plus à les donner, donc ce frein-là de passage en caisse, il est implicite et il est sur un bouton. Exactement. Et donc ce qu'on voit apparaître, c'est une très grande facilité du parcours d'achat,
Et donc, ce que j'aime beaucoup pour moi côté paiement, c'est que c'est d'une très grande complexité du côté paiement. Parce que pour rendre ça très simple, ça devient très, très compliqué. On travaille on réfléchit avec une société d'autoroute là qui veut lancer des systèmes de paiement par plaque d'immatriculation. Très simple, je reconnais la plaque d'immatriculation. Donc, et puis donc voilà, mon véhicule est reconnu et je passe. Et quand on creuse un petit peu avec eux, on leur dit mais vous réalisez que en fait vous êtes en train de faire du paiement vente à distance. C'est pas de vente à distance, j'ai reconnu la plaque qui passait mon péage. Mais non, parce que derrière, le sous-jacent paiement, c'est de la vente à distance. Ça veut dire que je suis dans de la réglementation vente à distance. Ça veut dire qu'il faut que j'authentifie le porteur. Ça veut dire qu'il faut que je fasse éventuellement du 3D Secure. Donc vous imaginez, je suis en train de passer au péage et je dois recevoir un code que je dois saisir pour confirmer que c'est bien moi. Alors, éventuellement, on ne peut pas le faire, mais si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas la garantie de paiement. D'accord, oui. Or, le paiement, il ne doit pas être répudiable. Il ne peut pas être répudié. Eh bien, alors là, c'est à la main du commerçant de choisir s'il souhaite avoir la garantie de paiement ou s'il s'assoit sur cette garantie de paiement. Alors, je peux rentrer dans les systèmes 3D Secure, débrayables, etc. Mais si la compagnie d'autoroute accepte que toutes les personnes qui sont passées par le péage puissent ensuite dire « en fait, ce n'était pas moi », donc vous me remboursez, je pense que leur rentabilité va vite s'effondrer. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est à la fois, c'est paradoxal, c'est une très grande simplification du parcours de l'utilisateur et derrière ça, une très grande complexité pour le commerçant. Voilà. Et heureusement, le mobile, dans tout ça, il apporte des choses, par exemple la localisation. Voilà. Et le mobile, si on regarde bien, le mobile apporte un très grand nombre d'ingrédients dont on a besoin, notamment pour sécuriser le paiement, voire même pour offrir l'authentification forte. Il offre la localisation. Il offre la capacité pour certains de prendre des empreintes digitales, donc d'offrir un élément nécessaire pour l'authentification forte. Il permet de prendre, de photographier, donc également d'engager une discussion sous forme de QR code, par exemple. Il permet également de fonctionner en NFC. Donc vous voyez que par rapport au parcours d'achat, le mobile concentre un grand nombre d'éléments technologiques dont on va avoir besoin pour cette simplicité. Et dans un discours un peu prospectif, vous m'avez parlé d'un concept de wallet commerçant qui pourrait arriver... Oui. à terme, d'un portefeuille qui soit directement géré par le commerçant lui-même. Oui, donc l'idée c'est que, encore une fois, en centrant l'application mobile, enfin l'application ou l'usage du mobile autour du consommateur, on arrive à cette idée d'avoir finalement un portefeuille virtuel. Et donc une fois que je connais le consommateur paye avec les moyens qui sont à sa disposition. Et donc j'ai plus à lui demander, introduisez-moi votre carte, est-ce que c'est une carte Visa, une carte Mastercard, est-ce que vous voulez payer en chèque vacances ou je ne sais quoi. En fait, je connais mon consommateur. Je lui dis simplement, est-ce que vous êtes d'accord pour payer ? Pour montrer à quel point, pour l'illustrer plus concrètement, on a parlé de la SNCF tout à l'heure, je sais que la SNCF réfléchit à ces choses-là, dire finalement, je ne vais pas demander à mon consommateur avec quoi il va payer, je vais d'ailleurs lui dire, vous êtes un voyageur, hein, et donc à un moment, j'ai un ensemble de moyens de paiement qui sont à ma disposition en tant que voyageur, moi, ça sera différent des vôtres, et donc ça sera ma carte, ça sera le bon de réduction que j'ai eu parce que mon TGV avait plus d'une demi-heure de retard, donc j'ai 15 € qui sont à ma disposition dans mon wallet, ça sera mes chèques vacances, enfin, un ensemble de produits qui seront à ma disposition dans ce wallet. Et donc ce qu'on va avoir à apparaître, hein, ce qu'on devine, c'est l'apparition de ces portefeuilles par retailer. C'est donc j'aurai mon portefeuille voyageur SNCF, j'aurai mon wallet Carrefour, j'aurai mon wallet Fnac, etc. Aujourd'hui, il y a un combat un peu sur ça, c'est-à-dire que on voit bien que les Apple, les plateformes, les grandes plateformes numériques essayent de prendre ce rôle-là de tiers de confiance et de centraliser chez eux. Vous pensez qu'à terme, le futur, c'est que le commerçant lui-même gère son propre wallet dans son appli ou dans ses services? Alors, je ne vois pas où Apple intervenir comme gestionnaire de wallet, c'est-à-dire en disant j'ai mon wallet Apple. Je pense que c'est plutôt un fournisseur de technologie, mais si je regarde la marque, en fait, hein, l'environnement dans lequel je vais avoir ce portefeuille, ça sera celui du commerçant ou celui plutôt des émetteurs de moyens de paiement. Donc là, pour moi, la bataille, ça va plutôt être entre la banque qui dira je centralise tous les moyens de paiement que je mets à la disposition de mon consommateur. Et puis en face, quelques grands retailers qui diront en fait non, je suis légitime pour tout centraliser autour de ma marque et autour de l'espace, de l'univers de service que le client vient chercher chez moi. Et je pense que cette bataille, elle va se passer là. On devine très bien que la limite va venir du nombre de wallets ou du nombre de relations suivies que je vais pouvoir avoir avec une enseigne. C'est-à-dire je peux avoir probablement SNCF, probablement un
un grand commerçant, une grande marque, mais j'en aurais pas 10. J'aurais pas 10 lieux dans lesquels je vais loger tous mes moyens de paiement. Et vous, ça pose, ça pose derrière des défis énormes en sécurité. C'est-à-dire que chaque commerçant ou chaque grand acteur doit offrir les mêmes garanties de sécurité qu'une banque ou qu'un émetteur type Visa. Oui, donc ce qui nous met en lien avec ce qu'on disait sur l'intérêt du mobile par rapport à l'authentification forte, hein, puisque le paiement nécessite effectivement de passer par un niveau d'authentification forte. Vous rappelez que l'authentification forte, c'est 3 choses. Hein, c'est 2 parmi 3. Hein. L'authentification forte, c'est soit quelque chose que je sais, donc c'est mon identifiant mot de passe, c'est le classique. Donc ça ne fait pas une authentification forte, ça fait un facteur d'authentification. Un deuxième, c'est une chose que je possède. Donc, typiquement, c'est mon téléphone. Donc, si je croise déjà ce que je sais et ce que je possède, j'ai 2 facteurs. Et quand j'ai 2 facteurs, j'ai une authentification forte. La troisième, c'est une chose que je suis. Donc, ça peut être de la biométrie, ça peut être la reconnaissance faciale, etc. Et donc, je peux croiser, effectivement, par exemple, un mot de passe avec une reconnaissance faciale. Et là, j'ai l'authentification forte. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, le mobile est un bon lieu pour combiner ces facteurs, apporter le niveau de sécurité dont on a besoin pour finaliser l'acte d'achat, et encore une fois, pour qu'il soit le plus souple et le plus fluide possible au moment du passage en caisse. François Monboisse, vous pensez, vous, que certains de vos adhérents commencent à réfléchir à je dois aussi prendre ça en charge? Oui, je pense. C'est peut-être moins prioritaire que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le mobile, mais je pense que les adhérents, enfin les gros sites commencent à y penser. C'est évident. Surtout les sites, comme vous l'avez dit, de la taille de Carrefour. Il faut une certaine surface déjà pour s'occuper de ça et une capacité de négocier avec des banques et d'être en situation de force. C'est des enseignes qui traditionnellement ont aussi offert des services financiers à leurs clients parfois. Quand on arrive dans les très grandes. Pas dans le cas de la SNCF, mais dans le cas de Carrefour, la partie crédit a été longtemps importante. Et maintenant, on passe au paiement carrément. Oui, enfin le sujet sur le mobile, c'est que le premier enrôlement d'un client et d'une carte de crédit, etc., sur le mobile, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'un PC pour des questions d'ergonomie, si vous vous trompez d'un chiffre, etc. C'est pas simple. La plupart des sites préfèrent enrôler les clients sur PC ou Mac, enfin sur ordinateur fixe, et ensuite les reconnaître sur mobile en ayant gardé pas mal de données déjà. En plus, l'envoi d'un SMS avec un code quand vous êtes au plein milieu d'un achat sur mobile, c'est quand même pas simple. Il y a 2 écrans exactement à jouer. Donc la crainte de la plupart des sites, c'est que ce soit Apple qui prenne la main et qui s'impose comme quand vous avez un iPhone, comme le prestataire de paiement. L'outil facile. Après tout, mettez juste votre empreinte digitale et validez le paiement. Et passez par le wallet, non pas du commerçant, mais d'Apple. Je sais qui vous êtes, moi Apple. Et vous avez confiance en moi, oui, puisque vous avez acheté de mes produits. Et donc je m'occupe de tout. D'accord. Un élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est, vous avez mentionné la négociation, en fait. Derrière tout ce qu'on vient de dire, il y a là aussi un élément de coût. Hein, donc je reviens à la fois encaisser un revenu et le faire au coût moindre. On a parlé d'Apple, je sais que les chiffres sont publics. Hein, aux États-Unis, Apple demande pour son service de tokenisation, donc ce qui permet d'anonymiser en fait les cartes, les sous-jacents paiements qui sont derrière, un montant de 0,5% du montant payé. Donc vous imaginez pour un retailer accepter de donner 0,5% à prendre sur sa marge à quelqu'un qui fournit un service certes utile, mais... Et donc, je reviens à cette idée aussi de wallet, le commerçant qui prend la main sur les moyens de paiement a la capacité à arbitrer entre ces moyens de paiement, à pousser celui qui va être le plus, celui qui va préférer, qui va être le plus rentable pour lui, dont les coûts seront les plus faibles. Et donc là aussi, il y a une bataille dans le contrôle des moyens de paiement. Et encore, il y a un sujet dont on pourra parler parce que j'aime beaucoup, c'est aussi les nouveaux moyens qui arrivent. Oui, absolument. Vous aviez parlé de l'instant paiement, paiement instantané, ce qui paraît... Ce qui, pour le consommateur, fait presque un peu peur aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon compte va se vider sans même que j'agisse. Ça consiste en quoi exactement l'instant payment? Alors, le paiement instantané, c'est un paiement effectué d'un compte à un autre compte. Hein. Donc, on n'est pas dans des systèmes qu'on appelle à 3 coins où tout le monde a un compte dans la même banque. Donc là, les virements sont faciles. Là, vraiment, je déplace l'argent du compte du consommateur vers le compte du commerçant en moins de 10 secondes. Et donc, le virement express. Voilà. Alors, moins de 10 secondes, c'est vraiment le montant maximum. Donc, c'est à l'échelle de quelques secondes. Hein, en quelques secondes, les fonds ont été versés aux commerçants. Une fois qu'ils sont versés, il n'y a pas de marche arrière. Hein. Donc, c'est un paiement garanti
réalisé de manière instantanée, avec en plus un échange d'informations sur la réalisation de ce virement. Ça existe déjà? Il y a déjà des commerçants qui le proposent ou c'est prospectif encore? Alors ça, c'est un sujet qu'on connaît très très bien chez DXC parce qu'on est très investi dans différents projets de la place autour d'Instant Payment. La place est en train de travailler pour qu'il soit effectué en interbancaire de banque à banque. Donc ce programme-là devra voir le jour fin 2018. Donc les banques seront en mesure de proposer le service. Ensuite, il faut qu'elles le proposent à leurs clients et qu'il y ait des parcours clients qui permettent d'utiliser Instant Payment. Mais imaginez un instant que dans cet univers de portefeuille client, mon commerçant me propose un virement instantané et qu'en passant à la caisse, dans un système de self-checkout où j'ai été identifié parce que je suis un client fidélisé de cette enseigne, donc en plus j'ai envie d'être identifié parce que je vais gagner des points ou je ne sais quoi, eh bien on me propose ce virement instantané, ce paiement instantané, et donc en quelques secondes, le commerçant a reçu les fonds. Et là, on voit bien que finalement, j'ai trouvé une alternative aux moyens de paiement existants. Donc, il y a, voilà, je veux dire une petite étude, non, une grosse étude à faire pour voir quel est l'intérêt, quel est le niveau de substitution de ce moyen de paiement par rapport aux moyens déjà existants et qui ont eux aussi un certain coût. Donc il y a une lecture économique à faire également du parcours d'achat pour trouver le parcours d'achat qui va être le plus optimal et le moins coûteux pour le commerçant. Donc il va préserver sa marge. Intéressant. C'est intéressant pour le consommateur, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être débité en fin de mois, il est débité tout de suite. Donc il ne faudra pas lui dire. Oui. Ça risque de lui faire peur un peu aussi. Mais certains consommateurs aiment beaucoup pouvoir suivre en temps réel leurs achats. En fait, c'est surprenant. Mais... Débiter tout de suite, je ne sais pas si... J'aurais une question sur... Alors, pour revenir au premier débat qu'on a eu à François Monvoisse, je voudrais avoir votre avis sur une question qu'on a posée avec toutes ces nouvelles offres qui permettent d'être livrées en temps réel, en 1 heure, dans le magasin, partout. Comment on le finance? Comment on le fait payer? Comment on résiste à un Amazon qui, lui, fonctionne sur un modèle d'abonnement et qui, en gros, perd de l'argent sur chaque livraison Prime? Comment est-ce que vos adhérents réfléchissent à ça? Comment on dit à un moment au client, le service qu'on vous donne, la livraison temps réel, la livraison personnalisée, elle a un coût? Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça concerne d'abord uniquement l'alimentaire pour l'instant. Ça concerne le Prime, c'est principalement de l'alimentaire. Donc pour l'instant, comme vous l'avez dit, Amazon impose son modèle et les gens suivent. Les gens suivent le modèle d'Amazon parce que le consommateur est là. On n'a pas encore de données énormes sur le nombre de gens qui sont intéressés à recevoir la commande dans l'heure ou les 2 heures, parce que ça impose quand même d'être là physiquement 1 heure après pour recevoir la commande. Donc c'est pas n'importe quel moment de la journée, c'est pas n'importe qui dans le foyer, etc. Donc on n'a pas encore de données, mais c'est vrai qu'il faut se mettre en ordre de marche pour être capable, d'un point de vue technique, de faire ce système, et les enseignes n'y sont pas prêtes. Ce qu'avaient fait les enseignes d'alimentaire en France, et c'était le modèle dominant, et c'est encore le modèle archi-dominant, c'est le drive. Oui, qui va bientôt devenir même piéton. On a vu qu'il y avait des expérimentations de drive piéton, c'est quand même un oxymore intéressant. Mais ce modèle-là, de je vais au magasin, voilà. En gros, je vais dans un point de vente ou un simili-point de vente, récupérer ma commande. Exactement, donc ça va, parce qu'il n'y a pas de livraison. C'est-à-dire qu'on a préparé... il y a quand même le coût qui est 1 demi-heure en hypermarché de remplir le caddie pour les gens. Et ça, c'est quand même un coût incompressible qu'au-dessus d'un certain volume de commandes, on ne fait pas payer aux consommateurs. Et donc, c'est un coût pour les distributeurs. Mais au moins, il n'y a pas la livraison. Si en plus, il y a la livraison, et pour le problème de l'alimentaire, c'est que l'aléa de la livraison, c'est qu'il faut être sûr que les gens soient là. Si vous avez des paquets de frais, la concierge ne les accepte pas, pour peu qu'il y ait une concierge dans l'immeuble, sinon c'est une catastrophe. Il y a une volumétrie, c'est volumineux en général, et c'est périssable pour certains. Et c'est périssable, et surtout, oui, on ne peut pas les laisser sur place. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Les produits s'abîment. Donc c'est pour ça que la livraison d'alimentaire est déjà problématique. Alors en plus, quand elle est imposée en 1 heure pour matcher la concurrence, c'est pas facile. D'où, je crois, les stratégies différentes. Enfin, à Paris, ça va être intéressant d'observer, entre Monoprix qui a fait un accord avec Amazon. Donc Amazon va venir chercher chez Monoprix les produits et s'occupe de la livraison. Leclerc qui a fait des grandes annonces, puisque Leclerc n'est pas présent dans Paris, donc pour lui le moyen d'attaquer Paris, c'est de livrer à partir de ses entrepôts autour. Mais il faut aussi qu'il investisse, ce qu'ils doivent être en train de faire maintenant, dans un système de livraison. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir déjà combien de gens sont intéressés, de consommateurs sont intéressés par ce système, qui impose d'être là 1 heure après la commande. Et puis la façon dont ça va se développer. L'une des raisons pour lesquelles le drive marche,
comme d'ailleurs les retraits magasins que font des commerçants comme la FNAC. Je commande en ligne et je vais chercher le produit quand je veux. C'est la souplesse du Decathlon du quand je veux. C'est-à-dire que les gens vous disent, les gros produits qui ne passent pas dans la boîte aux lettres, de toute façon, il faudra que j'aille les chercher à la poste ce samedi matin, où il y a une queue effroyable. Donc au moins, là, je choisis, j'irai les chercher en magasin, ça arrange les gens. Donc l'alimentaire, il faut encore une fois que les gens soient prêts à le recevoir. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps pour éventuellement une question. Mais je sais que la matinée a été longue et dense, donc vous n'êtes pas obligés. Est-ce que quelqu'un a une question ? Sinon, il me reste à remercier et à vous demander d'applaudir nos deux participants pour cette dernière table ronde passionnante.